Tu sais, il existe en toi un espace que tu évites depuis des années, pas par peur consciente, mais par ce réflexe instinctif que tous les êtres humains ont lorsqu'ils s'approchent d'un territoire mental trop vaste, trop profond, trop chargé d'un sens qu'ils pressentent mais ne veulent pas affronter. Blavatsky disait que le véritable commencement du chemin intérieur n'est pas une illumination soudaine, ni une vision mystique, mais l'instant où tu sens qu'il y a quelque chose derrière la porte, quelque chose que tu n'ouvres jamais. Et ce premier seuil, ce mécanisme intérieur interdit, n'est pas seulement une idée poétique. Les neurosciences modernes le confirment. Des études de l'université de Lausanne montrent que le cerveau crée des zones de silence, des régions de mémoire et d'émotions qui restent inactives, jusqu'à ce qu'un choc ou une crise les réveille. C'est comme si ton propre esprit se protégeait d'une vérité trop lourde, attendant le moment où tu es enfin assez solide pour la supporter. Et pourtant, ce secret psychologique n'est pas mort. Il respire. Il t'observe depuis les coins sombres de ta conscience. Les anciens mystiques le savaient. Les bouddhistes l'appelaient la chambre du miroir obscur, l'endroit où l'âme refuse de se regarder. Les premiers chrétiens parlaient du voile intérieur, cette mince frontière entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Même dans la mythologie grecque, la porte d'Hadès n'était pas située à l'extérieur, mais symboliquement au cœur de l'homme, cachée derrière les illusions qu'il érige pour survivre. Chaque tradition, chaque culture, chaque époque, toutes convergent vers la même métaphore. Il existe un seuil invisible qui détermine la direction de ta vie. Et tant que tu ne le traverses pas, tu marches en rond dans ton destin, croyant avancer alors que tu tournes sur toi-même. Tu ne remarques pas les premiers signes, aucun humain ne les remarque. Ils arrivent comme des respirations mal placées, comme un léger vertige au milieu d'une journée normale. Tu sens une tension dans la poitrine, un sentiment inexplicable de déjà-vu, une intuition fugace que quelque chose ne va plus. C'est subtil, presque ridiculement subtil. Mais c'est ainsi que commence le suspense. Le mécanisme interdit se réveille. Blavatsky disait que l'âme envoie d'abord des chuchotements, jamais des cris. Si tu entends les cris, c'est que tu as ignoré les murmures pendant trop longtemps. Et alors le phénomène progresse. D'abord les frissons, ensuite les contradictions, puis une impression étrange que tes pensées ne t'appartiennent plus entièrement, comme si une seconde voix commençait à commenter tes choix, à juger tes gestes, à analyser tes silences. Les psychologues modernes appellent en cela une dissociation légère, un décalage entre ton narrateur interne et ton comportement réel. Mais pour les traditions anciennes, c'était un moment sacré, la rencontre entre ton moi construit et ton moi authentique. Les Tibétains disaient que c'est comme regarder ton reflet sur une eau calme juste avant que quelqu'un ne jette une pierre. Tu vois ton visage, puis tu vois les vagues. Et au fond, quelque chose d'autre apparaît, quelque chose qui n'est pas censé être visible. Ce réveil intérieur n'agit jamais seul, il s'étend. Il se propage. Tu remarques que les personnes autour de toi réagissent différemment. Certains deviennent nerveux en ta présence, d'autres te posent des questions qu'ils ne t'auraient jamais posées avant, comme si ton changement silencieux résonnait en eux. Les sociologues appellent ça la propagation affective. Blavatsky parlait plutôt de possession collective, non pas au sens religieux, mais psychologique. Quand une conscience commence à changer, elle dérange l'équilibre de toutes celles qui y sont liées. Et soudain, même les lieux que tu fréquentes semblent vibrer différemment. Une pièce où tu te sentais à l'aise devient lourde, une rue que tu empruntais sans y penser te paraît inconnue, comme si le monde extérieur commençait lui aussi à se réorganiser autour de ton mouvement intérieur. C'est alors que tu dois apprendre le premier protocole de protection. Ne te laisse pas submerger, ne laisse personne entrer trop profondément dans ton espace mental pendant cette phase, visualise ta conscience comme un bouclier, réduis le bruit, éloigne-toi des conversations inutiles, des émotions étrangères, des attentes des autres. Blavatsky disait qu'un être en transformation doit marcher comme un voyageur en territoire brûlant, lentement, prudemment, en minimisant chaque déperdition d'énergie. Les neurosciences modernes valident tout ce principe. Elles montrent que le cerveau en phase de réorganisation consomme davantage de ressources et devient vulnérable aux surcharges émotionnelles. C'est pourquoi tu te sens parfois plus fatigué, plus sensible, plus fragile. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un ajustement, une mue. Et à la fin de ce long frémissement intérieur, il reste un silence dense, presque visqueux, comme une brume qui se pose doucement sur tes pensées. Ce silence n'est pas la paix, il est l'avertissement, l'écho, le signal que le premier seuil a été franchi. Tu ne sais pas encore vers quoi tu marches, mais tu sais que tu ne peux plus revenir. Et dans ce écho sombre, presque prophétique, quelque chose en toi murmure « Le chemin ne commence pas devant toi, il commence en toi ». Et ce murmure change tout. Tu crois que tout s'effondre d'un coup, que les grandes transformations arrivent comme des tempêtes qui déchirent le ciel. Mais non, la vérité est plus silencieuse, plus perfide, presque plus élégante. L'âme ne se brise jamais d'un seul geste.
Elle commence par se fissurer, comme un verre trop longtemps exposé à la chaleur, et tu sens la première fente bien avant qu'elle ne devienne visible. Blavatsky disait que c'est le moment le plus dangereux du chemin, parce que tu peux encore faire semblant. Tu peux sourire, continuer ta vie, te convaincre que tout est sous contrôle. Pourtant, quelque chose en toi tremble déjà. Ce tremblement n'est pas émotionnel, il est existentiel. Il est le premier signe que l'ancienne version de toi n'a plus assez de force pour soutenir tout ce que tu refuses de voir. Les neuroscientifiques appellent ça une micro-rupture de cohérence identitaire. Une étude de l'Université de Lyon a démontré que le cerveau réagit différemment lorsque tu te mens à toi-même. Certaines zones se mettent en mode d'alarme, comme si un incendie silencieux commençait dans un couloir que tu n'as jamais visité. C'est fascinant et terrifiant. Ton propre cerveau sait avant toi que tu t'approches d'une limite. Et cette limite, les anciens la connaissaient en bien. Les bouddhistes parlaient de l'aube de la brèche intérieure, un moment où la lumière et l'ombre se disputent ton destin. Les mystiques chrétiens l'appelaient l'heure du désert. Les Grecs imaginaient ce passage comme le frémissement d'Atlas avant que son monde ne s'effondre de son dos. Peu importe les mythes, tous décrivent la même chose, un mouvement intérieur qui annonce la transformation. Tu reconnais les premiers signaux parce qu'ils n'ont pas de logique. Un jour, tu te réveilles avec un poids dans la poitrine. Un autre, tu sens une agitation étrange sans savoir d'où elle vient. Tu te surprends à regarder le vide un peu trop longtemps, comme si ton esprit tentait de t'envoyer un message codé que tu refuses d'interpréter. C'est là que le suspense commence. C'est subtil, invisible pour les autres, mais toi, tu sais que quelque chose bouge. Tes pensées deviennent plus rapides, plus tranchantes, plus contradictoires. Tu veux changer, et en même temps, tu veux tout figer. Tu veux avancer, mais une partie de toi tire en arrière. C'est cette tension qui fissure l'âme. Et quand la fissure grandit, elle ne prévient jamais. Puis viennent les étapes suivantes, celles que personne n'enseigne parce qu'elles n'ont pas de mots simples. D'abord, le dédoublement léger. Tu observes tes propres gestes comme si tu étais un étranger à toi-même. Ensuite, la dérive émotionnelle. Des réactions disproportionnées, des montées d'énergie, des silences épais où ton cœur bat trop fort. Enfin, la dissonance. Tout ce que tu croyais vrai commence à trembler, comme si tes fondations se dissolvaient. Les psychologues modernes décrivent cela comme une fragmentation de la personnalité. Blavatsky, elle, parlait d'une fêlure sacrée, parce qu'elle savait que ce qui se brise n'est jamais l'âme véritable, mais l'illusion qui l'enfermait. Et le plus étrange, c'est que cette fissure intérieure ne reste jamais confinée en toi. Elle se propage. Tu remarques que certaines personnes te fatiguent soudainement, que des conversations anodines deviennent lourdes, que certains lieux où tu te sentais autrefois chez toi t'oppressent maintenant comme si leurs murs retenaient un secret. C'est ce qu'on appelle la résonance psychique. Les sociologues observaient déjà ce phénomène dans les groupes. Une transformation individuelle provoque un réarrangement émotionnel collectif. Blavatsky le voyait comme un phénomène karmique, une onde invisible qui traverse les familles, les couples, les amitiés, et qui dérange l'équilibre des autres même s'ils ne savent pas pourquoi. Quand ton âme se fissure, toutes celles qui te sont liées vibrent un peu aussi. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique, c'est humain. C'est pourquoi tu dois apprendre à te protéger, pas contre les autres, contre toi-même, contre ton propre chaos qui déborde. Réduis les stimulations, approche-toi du silence, évite les discussions qui te dispersent, ralentis tes mouvements, tes paroles, tes pensées. Imagine ta conscience comme un bunker où la lumière doit rester stable. Chaque bruit mental, chaque personne intrusive, chaque émotion étrangère peut élargir la fissure. Blavatsky disait que la première étape de la survie intérieure n'est pas d'avancer, mais de se retirer. Une retraite stratégique, une pause sacrée. Une respiration profonde qui protège ton esprit pendant qu'il se décompose pour mieux se reconstruire. Et enfin, au bout de cette longue dérive, tu entends un écho. Ce n'est pas une voix, pas une intuition, pas même une pensée claire, c'est un frémissement, un murmure, une sensation que quelque chose en toi dit « Regarde, tu n'es plus la même personne ». Cet écho est sombre mais nécessaire, c'est le signe que la fissure ne te détruit pas. Elle t'ouvre, elle prépare le terrain pour ce qui vient après. Et ce qui vient n'a rien de doux. Il y a toujours un moment, juste avant que la transformation intérieure prenne forme, où les ombres commencent à bouger différemment autour de toi. Pas des ombres réelles, non, des ombres psychologiques. Des impressions, des frissons, des sensations fugitives qui glissent dans ton esprit, comme si quelqu'un y marchait pieds nus. Blavatsky disait que ces ombres subtiles sont les premiers messagers du changement profond, les éclaireurs silencieux qui t'avertissent que ton ancienne identité ne tiendra plus très longtemps. Elles arrivent sans prévenir, comme un souffle froid dans une pièce chaude. Elles s'installent dans tes pensées sans demander la permission. Et tu sens, sans comprendre, qu'un mouvement invisible a commencé. Les neurosciences modernes parlent de micro-perception inconsciente, de minuscules signaux sensoriels que ton cerveau capte avant que tu n'en prennes conscience.
Des études de l'université de Strasbourg ont montré que, lors des grandes transitions psychologiques, l'amygdale, cette sentinelle des émotions profondes, s'active quelques millisecondes avant que tu n'identifies ce que tu ressens vraiment. C'est ce délai minuscule, presque imperceptible, qui crée ce frisson étrange derrière ta nuque. Les psychologues décrivent cela comme la prémonition interne, pas une vision du futur, mais une perception anticipée du changement intérieur. Les mystiques, eux, y voyaient un signe clair, l'âme se prépare. Et les traditions anciennes le pressentaient bien avant les laboratoires modernes. Dans le bouddhisme, on parle des vents subtils du courant mental qui annoncent la fin d'un cycle. Dans le christianisme ésotérique, ce sont les influences de la nuit, ce moment où les pensées deviennent plus lourdes et où la conscience commence à descendre dans les profondeurs. Dans la mythologie égyptienne, on disait que les dieux posent leurs mains sur l'épaule de l'homme avant de changer son chemin. Et toujours, les mêmes images reviennent, des signes légers, presque invisibles, qui précèdent une mue. Tu reconnais ces ombres lorsque tout ce qui t'entoure te semble légèrement déplacé. Tu ne sais pas dire ce qui a changé. Est-ce le monde ou est-ce toi ? Tu sens des variations étranges dans l'énergie des lieux, des silences inhabituels, des personnes qui te regardent comme si elles percevaient quelque chose que tu ne dis pas. Tu remarques des répétitions, un mot qui revient plusieurs fois dans la même journée, une image qui te suit, un souvenir que tu croyais mort qui refait surface comme un spectre oublié. Ce sont les signes de suspense que le chemin intérieur laisse tomber subtilement devant toi. Et si tu fermes les yeux, tu les ressens encore plus fort, comme si les ombres approchaient. Puis, les étapes se déroulent, méthodiquement. D'abord, l'impression vague que quelque chose te frôle mentalement. Tu ignores. Ensuite, les intuitions plus vives, plus insistantes, presque dérangeantes. Puis les rêves changent. Ils deviennent plus symboliques, plus répétitifs, comme des messages codés envoyés depuis une profondeur que tu n'as jamais visitée consciemment. Tu te réveilles avec le cœur lourd ou la tête pleine d'images que tu ne comprends pas. Les psychologues appellent cela une intensification onirique liée à la reconfiguration identitaire. Blavatsky, elle, savait que ces rêves étaient des éclats de ta conscience en pleine mutation. Elle disait que l'âme parle d'abord en symbole, quand elle sent que tu n'es pas prêt pour la vérité nue. Et alors, l'expansion se fait. Ce qui était subtil commence à se propager autour de toi. Ton entourage devient plus réactif. Certaines personnes se rapprochent sans raison, d'autres s'éloignent comme si ta seule présence dérangeait quelque chose en elles. Les dynamiques changent, les conversations changent, même la façon dont les animaux te regardent change. C'est étrange, déroutant, presque comique parfois, mais c'est réel. Les sociologues décrivent cela comme un effet de champ psychique partagé. Blavatsky parlait de résonance karmique. Quand une conscience se transforme, toutes celles qui la touchent se réorganisent, parfois doucement, parfois violemment. C'est pour cela que le protocole de protection devient vital. Tu ne peux pas te permettre de rester ouvert à tout pendant cette phase. Le monde extérieur devient un miroir amplifié de ton chaos intérieur. Tu dois réduire les contacts, t'éloigner des lieux qui te fatiguent, éviter les gens qui projettent leur confusion sur toi. Blavatsky disait qu'un être en métamorphose doit marcher comme un voyageur qui traverse une zone d'ombre, lentement, en respirant profondément, en gardant la conscience devant lui comme un bouclier. Ce n'est pas un isolement, c'est une stratégie, une survie, une manière de protéger ton espace mental pour que la transformation se fasse sans déchirures inutiles. Et finalement, lorsque les ombres se rapprochent complètement, un silence étrange s'installe dans ton esprit. Ce n'est pas un calme, c'est un avertissement, une vibration sourde qui résonne comme un tambour lointain, une phrase sans mots qui dit « Tu es en train de changer et tu ne peux plus revenir ». Ce silence n'est pas l'ennemi, il est la frontière. Il est le signe que la métamorphose est déjà en marche, que le sol bouge sous tes pieds, que ton ancienne vie s'efface doucement derrière toi. Et lorsque tu respires profondément, tu comprends que ces ombres n'étaient pas une menace, elles étaient une invitation. Il existe quelque part entre tes pensées conscientes et tes pulsions les plus enfouies, un passage que tu ne vois jamais directement, un couloir étroit, presque translucide, où ton destin commence à se courber avant même que tu prennes une décision. Blavatsky appelait cet endroit le seuil de la mutation silencieuse, là où les choix que tu n'as pas encore faits existent déjà comme des silhouettes dans le brouillard. Et tu sens parfois son existence sans pouvoir le nommer. Cette sensation étrange que ta vie glisse légèrement hors de son axe, comme une boussole qui tremble parce qu'un champ magnétique invisible la dévie. Ce passage n'est pas une métaphore poétique, mais un phénomène reconnu aujourd'hui par les neuroscientifiques. Des études menées à l'université de Zurich ont montré que le cerveau prend certaines décisions plusieurs centaines de millisecondes avant que tu deviennes consciemment au courant de ce choix. C'est comme si ta conscience arrivait toujours un peu en retard sur ta propre destinée, comme un narrateur qui tente de rattraper la scène qu'il raconte. Les traditions anciennes savaient déjà cela,
bien avant que les instruments modernes puissent le mesurer. Dans le bouddhisme tibétain, on parle du pont du vent intérieur, un lieu symbolique où l'énergie subtile glisse d'un état à un autre sans bruit. Dans le christianisme mystique, c'est la voie étroite, non pas la vertu morale, mais le chemin fin entre l'ancien soi et le nouveau. Les Grecs l'imaginaient comme la brume qui précède la sortie de la caverne de Platon, un espace flou, déroutant, où les illusions tremblent encore, mais où la vérité n'est pas encore visible. Ce passage invisible, toutes les traditions l'ont évoqué, parce qu'il est universel. Quiconque se transforme doit y marcher. Personne n'y échappe. Les premiers signes que tu es en train de franchir ce passage sont étranges, presque dérangeants. Tu commences à avoir l'impression que les événements autour de toi ne sont plus parfaitement synchronisés. Certains moments semblent ralentir, d'autres s'accélèrent, sans logique. Tu te surprends à dire des choses que tu n'avais pas prévu dire. Tu agis avant de comprendre pourquoi. Comme si une autre partie de toi, plus profonde, plus brutale, dirigeait le mouvement. Blavatsky disait que lorsque ce passage s'ouvre, la volonté consciente devient spectatrice. Les psychologues modernes parlent de comportement préconscient, mais le résultat est le même. Tu n'es plus exactement celui qui tient les rênes. Et ce passage ne s'ouvre jamais sans conséquence. À mesure que tu avances dedans, le monde extérieur commence à refléter ton déséquilibre intérieur. Les relations deviennent instables, les conversations deviennent denses, chargées de sous-entendus. Certains te contredisent sans raison, d'autres t'évitent, comme si une aura trop lourde t'entourait. Les animaux te regardent plus longtemps. Les enfants te scrutent comme s'ils percevaient une tension que toi-même tu n'arrives pas à nommer. Les sociologues appellent ça la contagion comportementale. Blavatsky y voyait un phénomène plus profond. La transformation d'un individu perturbe le champ subtil des autres, comme un rocher jeté dans une eau calme crée des vagues sur toute la surface. Puis vient la partie la plus dangereuse du passage, le glissement. Ce moment où tu sens que ton identité ancienne n'a plus d'adhérence, comme si tu essayais de marcher sur un sol qui se transforme sous tes pieds. C'est l'étape où beaucoup se perdent, parce que l'instinct humain veut revenir en arrière, retrouver la stabilité, même si cette stabilité était une prison. C'est ici que les rêves deviennent plus lourds, que les souvenirs remontent comme des spectres, que les émotions explosent sans avertir. Les neuroscientifiques comparent cela à une reconfiguration des réseaux neuronaux. Des connexions se brisent, d'autres se créent, et le système entier devient instable pendant un moment. Blavatsky, elle, parlait de l'oscillation karmique, ce moment où l'âme hésite entre la mort symbolique et la renaissance. C'est pourquoi le protocole de protection est indispensable lors de cette traversée invisible. Tu dois apprendre à ne pas te précipiter. Tu dois laisser les décisions mûrir avant de les nommer. Tu dois t'éloigner des lieux où ton esprit se fragilise, éviter les stimulations inutiles, surtout éviter les personnes qui imposent dans leur chaos au tien. Blavatsky recommandait la solitude consciente, non pas comme un isolement, mais comme une mise en quarantaine de l'âme. Les neurosciences confirment cette sagesse ancienne. Un cerveau en transformation profonde nécessite des périodes régulières de calme. Sinon, la surcharge émotionnelle peut amplifier la fissure intérieure et déstabiliser encore plus ton passage. Et à la fin de ce tunnel silencieux, lorsque tu sens que tu n'es ni l'ancien ni le nouveau, un écho se manifeste. Un écho mental, sombre, profond, comme si quelqu'un murmurait depuis l'intérieur de ta poitrine. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est jamais une réponse. C'est une invitation. Une vibration qui dit « Avance, tu es déjà ailleurs ». Et ce moment, fragile, insaisissable, est le cœur du passage invisible. Tu ne remarques pas sa présence quand tu y entres, mais tu sais que tu en es sorti quand tout autour de toi semble avoir légèrement changé de couleur, non pas le monde, mais ton regard. Et c'est à partir de là que le chemin cesse d'être une théorie, pour devenir une mutation vivante. Il arrive un moment, dans tout chemin de transformation intérieure, où l'illusion que tu appelais « toi » commence à s'effondrer. Pas comme une statue qui se brise d'un coup, mais comme une façade qui craque pierre après pierre, laissant enfin apparaître ce qui se cachait derrière. Blavatsky disait que le faux moi est comme une peau morte que l'on porte trop longtemps. Elle finit par pourrir, par s'alourdir, par empêcher la vraie nature de respirer. Et tu le sais, tu le sens, même si tu te mens encore un peu pour supporter les jours. Il y a une partie de toi qui murmure « ça ne tient plus, tu ne peux plus prétendre ». C'est l'annonce de l'effondrement, un processus silencieux mais implacable qui commence dans le plus profond de ta conscience. Les neurosciences modernes observent ce phénomène sous un angle froid et clinique. L'université de Grenoble a étudié ce qu'ils appellent la déstabilisation des structures identitaires, un état où le cerveau doit renoncer aux récits anciens pour en créer de nouveaux. Ils ont découvert que, durant cette phase, le cortex préfrontal, ton centre de contrôle mental, devient moins actif, laissant les émotions profondes refaire surface, comme si ton esprit te forçait à affronter ce que tu as tenté d'enterrer. Mais ce que la science décrit comme une simple réorganisation cognitive, Blavatsky voyait comme un acte sacré. La mort du masque, la chute de la persona, la libération brutale du vrai soi emprisonné depuis trop longtemps.
Les traditions anciennes racontaient exactement la même histoire. Dans le bouddhisme, c'est le moment du grand dépouillement, cette étape où l'ego se fissure sous le poids de ses propres illusions. Les mystiques chrétiens la nommaient la crucifixion intérieure, non pas un châtiment, mais la destruction volontaire de l'ancien soi. Les Égyptiens la représentèrent comme la pesée du cœur. Si ton cœur est lourd, s'il est rempli de mensonges, il se fait dévorer par la déesse Amit. Dans toutes ces images, il y a un point commun. La vérité intérieure exige la destruction de ce qui t'empêche de la voir. Les premiers signes que ce faux moi commence à s'effondrer sont perturbants. Tu sens une lassitude que même le repos ne guérit pas. Tu te surprends à agir différemment, à parler autrement, à perdre patience avec des choses que tu supportais depuis des années. Tu as l'impression d'être trop grand pour ta propre vie, comme un serpent prêt à quitter une peau trop étroite. Tes réactions deviennent étranges. Tu ris quand tu devrais te fâcher, tu te tais quand tu devrais parler, tu te sens étranger dans des lieux où tu te sentais chez toi. C'est le chaos subtil, la première oscillation du monde intérieur, juste avant qu'il ne s'inverse complètement. Puis les étapes s'enchaînent, et elles ne sont jamais douces. D'abord la prise de conscience brutale. Tu réalises que tu jouais un rôle, que tu portais une identité qui n'était pas vraiment la tienne. Ensuite vient la rupture. Les comportements automatiques se brisent, les certitudes se dissolvent, les liens artificiels se coupent. Tu regardes certaines personnes et tu ne les reconnais plus. Tu lis tes anciennes pensées, et elles te paraissent écrites par quelqu'un d'autre. Blavatsky disait que c'est à cette étape que l'âme regarde son reflet sans détourner les yeux. Et ce reflet n'est pas toujours agréable, mais il est réel. Et le réel, même violent, libère. Et ce phénomène ne reste jamais personnel. Il se propage comme un séisme dans tout ton environnement. Les relations deviennent instables. Certains te reprochent de ton changement, sans comprendre qu'il n'est pas volontaire. Les dynamiques familiales se réchauffent ou s'effondrent. Les amis se divisent entre ceux qui t'accompagnent et ceux qui s'éloignent. Les psychologues sociaux appellent ça la reconfiguration des systèmes d'interaction. Blavatsky parlait d'une onde de vérité, un choc vibratoire que produit l'effondrement du faux moi. Quand tu changes authentiquement, tu obliges les autres à se regarder, même s'ils ne le veulent pas. C'est pour cela que certains résistent, fuient ou attaquent. Ils ne réagissent pas à toi. Ils réagissent à ce que ta transformation réveille en eux. C'est ici que le protocole de protection devient essentiel. Ne te jette pas dans les discussions. N'essaie pas de te justifier. Ne cherche pas à réparer ce qui doit mourir. La conscience doit devenir ton bouclier. Blavatsky disait qu'à ce stade, le silence est une armure et la solitude un monastère. Protège ton énergie. Éteins le bruit. Coupe momentanément les liens qui t'épuisent. Le cerveau, en pleine déconstruction identitaire, a besoin d'espace pour ne pas collapser sous la surcharge émotionnelle. La science confirme, diminuer les stimulations permet à ton système nerveux de reconfigurer ses connexions sans panique. Alors, quand tout semble s'écrouler, tes habitudes, tes goûts, tes certitudes, tes rapports, respire. L'effondrement n'est pas une fin, c'est une ouverture. Et dans ce vide étrange, tu entends un écho sombre, profond, presque métallique qui dit « Ce que tu perds maintenant n'était jamais toi ». Et cet écho résonne longtemps, même après le silence. Parce que c'est dans ce silence que commence la vraie reconstruction. Il y a un moment, dans tout processus de transformation intérieure, où tu réalises quelque chose de troublant. Tu n'es jamais seul dans ton changement. Même quand tu te sens isolé, même quand tu crois que tout ce qui bouge ne bouge qu'en toi, il existe un champ silencieux reliant ton âme à celle de ta famille, de tes amis, de ton entourage proche. Blavatsky disait que l'être humain n'est jamais une entité séparée, mais un nœud de force karmique, un point de vibration dans une toile vivante beaucoup plus vaste que ce que tu imagines. Et lorsque tu commences à changer, cette toile entière se met à vibrer, lentement d'abord, puis avec une intensité qui te dépasse. Tu le vois dans les regards, dans les réactions soudaines, dans les tensions qui apparaissent sans cause visible. Tu le sens comme un écho qui revient vers toi, chargé de la stupeur des autres. Les neurosciences modernes commencent à peine à effleurer ce mystère. Une étude de l'université de Fribourg démontre que les émotions intérieures d'une personne modifient inconsciemment les expressions faciales, les postures, les micro-mouvements, et que ces changements déclenchent, chez ceux qui t'entourent, des activations neuronales en miroir. C'est le phénomène des neurones miroirs, mais en profondeur. Ton système nerveux influence celui des autres, même sans un mot. Comme si ton corps parlait un langage invisible que ton entourage comprend malgré lui. Ce que la science perçoit comme synchronisation sociale, Blavatsky décrivait comme résonance karmique familiale. Les êtres liés partagent un champ commun d'énergie émotionnelle, et lorsqu'un point de ce champ se modifie, tout doit se réorganiser. Les traditions anciennes ont toujours su cela. Dans le bouddhisme, on dit que la transformation d'un seul membre purifie ou perturbe cette génération. Dans le christianisme mystique, il existe l'idée du fardeau transgénérationnel, cette charge invisible que tu portes sans savoir qu'elle ne vient pas de toi. La mythologie nordique parle des liens tissés avant la naissance
qui vibrent lorsque l'un d'eux tente de changer sa destinée. Et toutes ces traditions pointent vers la même vérité. Tu es une continuité. Tu es l'héritier des douleurs, des peurs et des désirs de ceux qui t'ont précédé. Et lorsque tu t'en libères, tu brises quelque chose dans la chaîne. Ce bris résonne. Les premiers signes sont subtils, comme toujours. Tu remarques que certaines personnes proches deviennent irritables sans raison. D'autres semblent plus fatiguées en ta présence. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent, et toi tu ne comprends pas pourquoi. Mais ce n'est pas toi qu'ils ressentent. C'est le mouvement en toi. C'est la mue. C'est la fissure sacrée qui résonne dans le champ familial comme une vibration sourde. Tu peux même observer des comportements étranges, des disputes qui surgissent du néant, des silences qui se prolongent, des maladresses émotionnelles que tu n'avais jamais vues. Les psychologues modernes appellent cela réorganisation systémique. Lorsqu'une personne change, le système entier doit se recalibrer. Blavatsky voyait cela comme une résistance des forces anciennes, quelque chose comme une mémoire collective qui refuse d'être oubliée. Puis, les étapes deviennent plus intenses. L'entourage commence à projeter sur toi ses propres peurs, comme si ta métamorphose réveillait les traumatismes qu'ils avaient soigneusement enterrés. Tu deviens, malgré toi, un miroir, un révélateur, une preuve vivante que quelque chose peut bouger. Et c'est précisément pour cela qu'ils tentent, consciemment ou non, de te ramener en arrière. Tu as changé, disent-ils, sans comprendre que c'était le but. Tu n'es plus comme avant, alors que ce « avant » t'étranglait. Les traditions spirituelles disent que ce moment est crucial. C'est l'épreuve du lien. L'étape où l'individu doit décider s'il veut continuer son chemin ou retourner au rôle attendu. Le phénomène s'étend même au-delà des proches. Tu vois les groupes auxquels tu appartiens réagir différemment, ton travail, ton cercle social, tes environnements habituels. Certains s'effondrent, d'autres se reforment autour de toi. Tu observes des ruptures, des rapprochements improbables, des réalignements que tu n'aurais jamais imaginés. Les sociologues parlent de transformation de réseau. Blavatsky disait « Quand un être change, le destin de 100 autres se réorganise ». C'est cela, l'écho ancestral, un mouvement qui dépasse ta volonté, qui s'étend dans le tissu du monde sans que tu puisses l'arrêter. C'est pourquoi tu dois mettre en place ton protocole de survie. Pas pour te protéger des autres, mais pour te protéger de ce qu'ils réveillent en toi. Évite les conversations où tu sens ton ancienne identité essayer de reprendre vie. Réduis les interactions qui te tirent vers le bas. Choisis soigneusement les lieux où tu mets ton énergie. Blavatsky disait que, dans ces phases, la conscience doit être un rempart et le silence un refuge. Et toutes les études modernes le confirment. Le cerveau en transformation ne doit pas être exposé à des conflits prolongés. Il doit avoir de l'espace pour se stabiliser. Et à la fin, quand la vague se calme un peu, tu entends cet écho étrange, un murmure sourd, presque ancestral, comme si des voix anciennes se retiraient lentement de ton esprit. Ce n'est pas un adieu, c'est un relâchement, un dénouement, le signe que tu viens de franchir un seuil que ta lignée entière n'avait jamais traversé. Et dans ce silence nouveau, quelque chose en toi sait que tu n'es plus seulement en train de changer ta propre vie, tu es en train de changer tout ce qui te précède. Il arrive un moment où le monde extérieur cesse d'être un simple décor et devient un miroir. Pas un miroir gentil, pas un miroir flatteur. Un miroir brutal, un miroir qui renvoie ce que tu n'es pas prêt à voir et pourtant ce que tu dois affronter. Blavatsky disait que la vie attaque rarement par l'extérieur en premier. Elle attaque toujours par ce que tu portes en toi. Et lorsque ton chaos intérieur devient trop dense, trop vibrant, trop agité, l'univers commence à le refléter sous la forme d'événements étranges, de tensions inattendues, de rencontres déroutantes. C'est ce qu'elle appelait l'attaque silencieuse. Un phénomène où la réalité se déforme pour te montrer ce que tu refuses de regarder. Les neurosciences modernes reconnaissent quelque chose de semblable, même si elles l'expliquent avec des mots plus froids. L'Université de Genève a publié une étude révélant que le cerveau interprète les événements extérieurs en fonction des émotions internes non résolues. Autrement dit, tu ne vois pas le monde comme il est. Tu vois le monde comme toi tu es. Et lorsque ton système nerveux est saturé de stress, de confusion, de désir de changement, chaque interaction devient un amplificateur. La science parle de projection cognitive. Blavatsky parlait de révélation karmique, ce moment où le monde cesse de te protéger de toi-même. Les traditions anciennes racontent ce phénomène avec des métaphores encore plus fortes. Dans le bouddhisme, on dit que le monde devient un maître sévère lorsqu'on refuse d'écouter la voix intérieure. Dans le vieil hermétisme, on enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, signifiant que ton environnement n'est jamais séparé de ton état intérieur. Les textes chrétiens parlent de tentation, non pas comme des péchés, mais comme des confrontations psychologiques. Même les Grecs anciens, dans leur tragédie, décrivaient l'univers comme un théâtre, où les dieux forcent l'homme à regarder sa propre vérité. Tu vois, toutes les cultures le savent. L'extérieur est un reflet. Les premiers signes de l'attaque silencieuse sont subtils.
Tu remarques que les gens te répondent différemment. Un simple mot prend une lourdeur inhabituelle. Des malentendus apparaissent là où tout était clair. Une remarque innocente te blesse plus que prévu. Tu sens une irritabilité dans l'air, comme si le monde entier devenait nerveux en ta présence. Ce n'est pas que tout le monde a changé, c'est ton champ intérieur qui bouge, et les autres y réagissent, même inconsciemment. Les psychologues appellent cela l'amplification perceptive. Lorsque ton esprit est en transformation, il exagère chaque nuance, chaque vibration, chaque tension. Puis les étapes deviennent plus intenses. Les conflits surgissent sans prévenir. Les machines se cassent, les projets échouent, les délais se serrent, les gens te provoquent, tout est vite. Tu as l'impression que tout se coalise contre toi, comme si une force invisible préparait un siège autour de ta vie. Blavatsky disait que c'est précisément à ce moment-là que la transformation intérieure atteint son point critique, quand l'ombre en toi devient si dense qu'elle commence à se matérialiser à l'extérieur. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas une punition. C'est la vie qui te force à sortir de ta coquille avant qu'elle ne t'étouffe. Et ce phénomène ne s'arrête pas au niveau individuel, tu peux l'observer à grande échelle. Parfois, un groupe entier devient tendu, comme si ton changement personnel déstabilisait une dynamique collective. La famille entre en crise, le lieu de travail devient lourd, les amitiés se resserrent ou explosent. Les sociologues voient là un réajustement systémique. Blavatsky y voyait quelque chose de plus profond. Quand un être se transforme, la matrice autour de lui doit se reconfigurer. Et cette reconfiguration est rarement douce. C'est pour cela que le protocole de protection devient vital durant l'attaque silencieuse. Tu dois éviter de réagir impulsivement, ne te jette pas dans les conflits. Ne te justifie pas. Observe, respire, réduis les interactions qui t'épuisent, garde ta conscience devant toi comme un bouclier, comme les moines tibétains qui visualisent une lumière blanche autour d'eux lorsqu'ils traversent des zones d'énergie instables. Les neuroscientifiques confirment cette pratique. Réduire la stimulation extérieure diminue les décharges émotionnelles et stabilise les circuits neuronaux en reconfiguration. Blavatsky, elle, conseillait la retraite stratégique. Se retirer non par peur, mais par lucidité. Et lorsque tu appliques cette protection, quelque chose se calme lentement. Les attaques diminuent, le monde cesse de te heurter. Les tensions se dissolvent ou se révèlent pour ce qu'elles sont vraiment, des projections. Et alors, dans cette accalmie fragile, tu entends un écho, un murmure profond, venant non pas du monde, mais de ton propre centre. Il dit « Ce que tu vois dehors était en toi ». Et cet écho n'est pas une punition, c'est une clé, parce que comprendre cela signifie que tu peux, enfin, reprendre le contrôle de ce qui se jouait dans l'ombre. Il arrive un moment dans toute transformation intérieure où tu comprends que ce que tu traverses n'est pas un simple changement d'humeur, ni une crise temporaire, ni un caprice de ton esprit. C'est une guerre silencieuse. Une confrontation entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Et dans cette guerre, la première chose que tu dois apprendre n'est pas comment avancer, mais comment survivre. Blavatsky disait que la conscience, lorsqu'elle se réveille vraiment, attire autant la lumière que les ombres, comme une torche agit sur les insectes dans la nuit. Plus tu t'illumines, plus ce qui n'est pas toi essaie de t'atteindre. C'est pourquoi elle insistait, il faut un protocole, un ensemble de gestes invisibles, intérieurs, qui protègent ton esprit pendant qu'il se fracture et se reconstruit. La science moderne, bien qu'elle ne parle pas de karma ou d'éveil, confirme quelque chose d'essentiel. Le cerveau en transformation devient vulnérable. L'université de Lausanne a démontré que, lorsque l'on détruit des schémas mentaux anciens pour en créer de nouveaux, le système nerveux entre dans un état d'hyper-exposition émotionnelle. Un simple stress prend une amplitude démesurée, un son devient une agression. Un regard suffit pour déclencher une cascade de réactions internes. Ce que la psychologie nomme réactivité accrue n'est rien d'autre que ce que Blavatsky décrivait comme la brèche ouverte dans le champ de la conscience. Et une brèche doit être protégée. Les traditions anciennes savaient instinctivement comment faire. Les moines bouddhistes s'isolèrent pendant 49 jours, non pour fuir le monde, mais pour empêcher le bruit extérieur d'interférer avec la réorganisation intérieure. Les mystiques chrétiens pratiquèrent le retrait dans le désert pour stabiliser leur esprit avant d'affronter la communauté. Les chamans d'Amérique du Sud se retirèrent dans la forêt pour que leur transformation ne dérange ni les autres ni eux-mêmes. Tous comprenèrent la même loi. Un être en mutation doit être protégé, comme une blessure fraîche qu'on recouvre d'un voile pour qu'elle cicatrise sans infection. Le premier signe que tu dois mettre en place ton protocole de survivance est simple, tu te sens trop perméable, trop fragile, trop exposé. Les émotions des autres s'infiltrent en toi, comme de l'eau sous une porte mal fermée. Les conversations te fatiguent, les lieux te saturent, même les voix que tu aimais autrefois semblent soudain trop lourdes, trop envahissantes. C'est le signal, tu ne peux plus continuer comme avant. La conscience est ouverte, et si tu ne la protèges pas, le monde, avec sa brutalité habituelle, la déchirera. Alors voici ce que Blavatsky appelait le bouclier invisible. Ce n'est pas un rituel mystique compliqué.
C'est un ensemble d'attitudes. D'abord, réduire l'exposition. Ne te jette pas dans des foules, dans des discussions inutiles, dans des conflits qui ne t'appartiennent pas. Ensuite, réorganiser ton espace. Élimine les objets qui te perturbent, les bruits qui t'irritent, les présences qui dérèglent ton souffle. Puis, protéger ton énergie, limite l'accès à toi, refuse les confidences qui te vampirisent, coupe les liens temporairement avec ceux qui ne comprennent pas ta phase actuelle. Non pas par égoïsme, mais par nécessité. La neuroscience valide cela. Lorsque le cerveau restructure ses circuits, il consomme une quantité énorme de glucose, laissant moins de ressources pour gérer les interactions sociales complexes. Les psychologues recommandent alors ce qu'ils appellent la réduction de charge cognitive. Et Blavatsky, bien avant eux, disait « L'esprit en éveil doit marcher comme un soldat dans la brume, chaque pas mesuré, chaque souffle conscient ». Le protocole de survivance inclut aussi la retraite stratégique. Tu dois apprendre à sortir des situations avant qu'elles ne t'écrasent, à quitter une pièce quand tu sens la tension monter, à mettre fin à une conversation lorsque ton énergie commence à chuter. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est l'art de ne pas se laisser fracturer davantage pendant que l'âme se recolle elle-même dans les profondeurs. Et puis il y a l'aspect que personne n'ose mentionner. La solitude volontaire, pas l'isolement triste, non. La solitude intelligente, choisie, féconde. Blavatsky disait que l'être en transformation doit parfois se retirer du monde pour que le monde cesse de tirer sur ses fils invisibles. Durant ces moments, tu dois t'écouter, vraiment. Respirer profondément, sentir ton corps redevenir un abri, laisser les pensées se stabiliser, faire de ton silence une forteresse. Mais la partie la plus étrange du protocole est celle dont personne ne parle. La conscience qui se retourne contre toi, les doutes, les peurs irrationnelles, le sentiment d'être sur le point de disparaître. C'est normal, ce n'est pas une attaque. C'est la résistance de l'ancien soi, la preuve que tu n'es pas fou mais en transition. Et pour traverser cela, il n'y a qu'un seul remède, accueillir. Regarder ses pensées comme des oiseaux noirs traversant le ciel, ne pas s'y accrocher, ne pas paniquer, ne pas croire qu'elles sont toi. Car au bout de ce long processus, quand la protection tient et que la transformation progresse, un silence nouveau apparaît, un silence profond, lourd, presque sacré, un silence qui n'est plus fragilité, mais stabilité. Et dans ce silence, tu entends un écho, sombre mais calme, qui dit « Tu as survécu à ton propre chaos ». Et c'est alors seulement que tu es prêt pour la transmutation. Il existe un moment dans le chemin intérieur où tout ce que tu as fui, tout ce que tu as enterré, tout ce que tu as tenté d'oublier, remonte à la surface comme une marée brûlante. Ce moment n'est pas symbolique, il est physique. Il brûle dans la poitrine, serre la gorge, fait trembler les mains. Blavatsky disait que la véritable transformation ne commence que lorsque le feu intérieur touche enfin la chair. Lorsque l'esprit ne peut plus se cacher derrière des théories, des excuses ou des illusions. Et qu'il doit descendre dans le corps, dans la vie réelle, dans la douleur réelle. C'est cela, la transmutation. La collision entre ce que tu veux devenir et ce que tu es encore obligé d'être. Les neurosciences modernes décrivent ce phénomène d'une manière étonnamment similaire. Des chercheurs de l'Université de Lille ont montré que, dans les phases de transformation identitaire profonde, le cerveau active simultanément des zones liées à la peur, à l'euphorie et à la douleur. Autrement dit, tu ressens 3 états contraires au même moment. C'est ce mélange explosif qui te donne l'impression d'être sur le point de perdre la tête ou de renaître, parfois dans la même minute. Ce que la science appelle dissonance neuro-affective, Blavatsky nommait le feu de l'âme, cette chaleur psychique qui consume les fausses identités pour révéler l'être réel sous les cendres. Les traditions anciennes ont toutes raconté cette étape de la même manière. Les alchimistes parlaient de l'œuvre au rouge, le moment où la matière est chauffée au point de ne plus pouvoir redevenir ce qu'elle était. Les hindous l'appelèrent tapas, la chaleur sacrée qui purifie. Les mystiques chrétiens décrivaient l'expérience comme le baptême de feu, une intensité spirituelle qui détruit autant qu'elle illumine. Les Grecs imaginèrent la rencontre avec ce feu sous la forme de la torche d'Hécate, qui éclaire les chemins oubliés de l'âme. Toutes ces images expriment la même vérité. Aucune transformation profonde n'est douce, elle brûle, et les signes apparaissent avant que tu sois prêt. Tu te réveilles avec une agitation inexplicable. Ton cœur bat plus vite sans cause apparente. Tu ressens une chaleur dans le ventre ou dans la poitrine, comme si quelque chose tentait de s'ouvrir en toi. Les pensées deviennent tranchantes, les émotions deviennent abruptes. Tu te surprends à dire des vérités que tu as cachées pendant des années, comme si ta langue refusait soudain de protéger les illusions de ton mental. Ce ne sont pas des crises émotionnelles, ce sont les premiers éclairs de la transmutation. Puis, les étapes se succèdent, et chacune est plus intense que la précédente. D'abord, l'accumulation. Tous les souvenirs non digérés remontent, tous ensemble, comme un torrent. Ensuite, la confrontation. Tu dois regarder tes peurs droit dans les yeux, sans détourner le regard. Puis vient la saturation. Tu as l'impression que tout en toi va exploser.
Les psychologues décrivent cette phase comme un effondrement cathartique. Blavatsky disait que c'est l'instant où l'âme ouvre sa porte et te demande, d'une voix sévère, « Es-tu prêt à te connaître vraiment ?» Et ce moment humble, terrifiant, est le cœur de la transmutation. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ce feu intérieur commence à émettre une sorte de rayonnement vers l'extérieur. Les gens réagissent différemment. Certains t'admirent sans savoir pourquoi. D'autres te craignent. D'autres encore se sentent instantanément menacés par ta présence. Les sociologues parlent de réaction au changement de posture identitaire. Blavatsky, plus poétiquement, parlait de l'aura rouge, un champ énergétique temporaire émanant de tout être en transmutation. Cette aura perturbe, elle fascine, elle déclenche les projections, et elle oblige chacun à se repositionner face à toi. C'est pourquoi le protocole de protection devient encore plus crucial. Tu dois te préserver comme un métal en fusion que l'air pourrait fissurer. Ne partage pas tes révélations trop tôt. Ne laisse pas les autres interpréter ton feu. Ne permets pas que ton moment le plus fragile devienne un spectacle. Les neurosciences confirment cette prudence. Le cerveau en pleine transmutation possède moins de ressources pour gérer les interactions sociales complexes. C'est comme reconstruire un immeuble pendant un tremblement de terre. Trop de visiteurs et tout s'effondre. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la peur, malgré le chaos, quelque chose se purifie. Tu le sens, dans un souffle, dans un regard, dans une déchirure intérieure qui soudain laisse entrer une lumière nouvelle. C'est le moment où tu comprends que tu n'es plus exactement la personne d'hier. C'est subtil, c'est fragile, mais c'est irréversible. Le feu t'a touché, et à la toute fin, quand la flamme retombe et que le silence revient, un écho s'élève du fond de ta conscience. Un écho calme, grave, presque ancestral. Il dit « Ce que tu viens de traverser n'a pas été une destruction, c'était une naissance. » Et cet écho résonne longtemps après que la chaleur se soit dissipée. Parce que la transmutation est le point où l'ancien toi meurt et où le vrai toi commence, enfin, à respirer. Il existe un moment après la transmutation où tu crois, naïvement, que tout enfin va se calmer. Tu penses que le feu s'est éteint, que la poussière est retombée, que la tempête intérieure a terminé son ouvrage, mais Blavatsky disait que c'est précisément là que commence l'étape la plus silencieuse, la plus dangereuse, la plus décisive, le retour. Non pas le retour à l'ancien monde, car cet ancien monde est mort, même si tu ne l'as pas encore accepté, mais le retour à toi-même, à celui que tu deviens, à celui que tu seras désormais incapable d'ignorer. C'est un retour étrange, comme si tu marchais dans ta propre vie avec des yeux que tu n'avais jamais utilisés. Tout semble identique, et pourtant tout a changé. Les formes sont les mêmes, mais la substance a glissé. Les neurosciences modernes confirment cette perception troublante. Des chercheurs de l'université de Lausanne ont observé que, après une période de transformation identitaire profonde, le cerveau réorganise son réseau de manière plus efficace, comme s'il avait été réinitialisé. Ils appellent cela la reconfiguration post-critique. Les zones liées à la lucidité, à l'intuition, à la prise de décision s'illuminent différemment. Tu deviens plus conscient, plus rapide, plus instinctif, ce que la science décrit comme une optimisation neurométabolique. Blavatsky exprimait ainsi « Celui qui revient du feu voit le monde sans ses déguisements ». Et les traditions anciennes racontent exactement la même chose. Dans le bouddhisme, après la traversée des illusions, vient la vision claire, un état où la réalité semble plus tranchante, plus vraie, presque trop nue pour les yeux. Les mystiques chrétiens parlaient de l'œil intérieur, l'œil qui s'ouvre après la nuit obscure et qui voit enfin la nature réelle des choses. Les Grecs, dans leurs mythes, disaient que celui qui revenait de l'Hadès voyait la vie avec une clarté que les mortels ne pouvaient supporter. Toutes ces traditions décrivent le même moment. La conscience renaît. Et cette renaissance n'a rien d'innocent. Les premiers signes sont étranges. Tu vois les mensonges des autres avant qu'ils ne les prononcent. Tu perçois les tensions dans une pièce en une fraction de seconde. Tu comprends ce que les gens veulent cacher derrière leur sourire, leurs gestes, leur silence. Tu deviens presque trop lucide, comme si ton esprit avait gagné une nouvelle paire d'oreilles, capable d'entendre ce qui n'est pas dit. Cette lucidité peut être vertigineuse, elle peut même faire peur. Blavatsky disait que, pour beaucoup, le retour est plus effrayant que la transformation elle-même, car il n'y a plus d'illusions pour adoucir les contours du monde. Tout est brut, tout est cru, tout est vrai. Puis viennent les étapes suivantes. Tu commences à remarquer que certaines personnes ne supportent plus ton regard, car ton regard les voit. D'autres sont inexplicablement attirées par toi, comme si elles sentaient ta nouvelle stabilité intérieure. Les dynamiques sociales se réorganisent à nouveau, non plus à cause de ton chaos, mais à cause de ta clarté. Les sociologues parlent de réalignement post-transformationnel. Blavatsky parlait de gravité d'âme, une force silencieuse qui attire ceux qui cherchent la vérité et repousse ceux qui la fuient. Et alors, quelque chose de plus subtil se produit. Tu remarques que tu n'as plus besoin de te défendre, que tu n'as plus besoin de courir, que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit.
Le protocole de survie se transforme en un protocole de présence. Tu marches autrement, tu parles autrement, ta respiration change. Ton corps ne tremble plus face aux anciennes peurs, il les observe comme des ombres désuètes qui n'ont plus d'emprise. C'est ce que les maîtres anciens appelaient l'équilibre du retour. Ce n'est ni la paix, ni la joie, c'est une solidité, une verticalité, une stabilité intérieure qui ne dépend plus du monde extérieur. Mais le vrai climax, celui que personne ne t'avait dit, arrive silencieusement. Tu te vois, pas l'image que tu inventais, pas le personnage que tu jouais, pas l'identité que les autres attendaient de toi. Non, tu vois ton être nu, ton être brut, ton être réel, et cette vision n'est pas toujours douce, elle est parfois sévère, parfois magnifique, parfois terrifiante, mais elle est complète. Blavatsky disait « Le vrai retour est le moment où l'âme cesse de mentir à l'esprit. Et dans cet instant, tu comprends enfin que toute la transformation, toute la souffrance, toute la rupture n'avaient là qu'un seul but, te rendre capable de te regarder sans détourner les yeux. Et quand tu respires, dans ce nouvel état, le monde semble moins grand, moins menaçant, moins chaotique. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu n'es plus le même observateur. Tu es devenu l'espace, tu es devenu le centre, tu es devenu le foyer silencieux autour duquel tout s'organise. Et alors, dans ce silence final, un écho se lève. Il est grave, il est lent, il est profond. Il dit « Tu es revenu, mais tu n'es plus celui qui était parti. ES Echo, nunca me t'abandonna. »